وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Des mots de minuit, bonsoir. Des mots de minuit pour un oui, pour un non. Nathalie Sarraute est morte hier, elle avait 99 ans et dans ce début d'émission, il était bien évidemment nécessaire de lui rendre un hommage puisque cet écrivain a d'abord travaillé sur le sens des mots. Ce soir, dans Des mots de minuit, Jean Toussaint de Santi, le philosophe, Sédou Boro, le chorégraphe. Dans la deuxième partie de l'émission, dans Éteignez vos portables, nous parlerons de la presse et des dessins de presse avec notamment Philippe Thureau d'Angin et avec Marie-Odile Monchicourt, nous parlerons de la semaine de la science. Messieurs, vous connaissez le principe de l'émission. Pendant une demi-heure, l'un est le témoin muet de l'autre et vice-versa. Jean Toussaint de Santi, si je vous dis que vous êtes un monument, vous me croyez ? Pas du tout. Bon, ça commence très mal, mais bon, non, quand je dis que vous êtes un monument, vous êtes pour la philosophie... Je suis un monsieur qui fait de la philosophie depuis très longtemps, sans jamais plus de 60 ans maintenant. Sans jamais l'avoir défini, mais nous y reviendrons dans une seconde. Alors, pour commencer, quelques petites questions pour vous situer. Je voudrais vous présenter ceci. Ceci s'appelle Madame en voyage. C'est un travail, c'est une sculpture d'un jeune artiste qui est diplômé en physique nucléaire et qui imagine des machines. Et son art n'est jamais aussi parfait que quand la main humaine met la machine en route. Je vais donc mettre cette machine en route et je vais vous demander, à vous, le philosophe, de commenter ce que vous allez voir. Jean Toussaint de Santi. C'est un jeu de billard automatique dans lequel personne ne gagne et personne ne perd. Mais c'est comme ça que ça se passe dans ce qu'on appelle la matière, dont s'occupent les physiciens nucléaires. C'est un jeu de force, un jeu de circulation, un jeu de signes, parce que tout cela se fait signe, tout cela se passe, et personne ne gagne, sinon la totalité elle-même. Mais là c'est pareil, personne ne gagne. La boule est tombée, les autres restent. Est-ce que ça va continuer ? Ce jeune auteur s'appelle Fabien. Oui. Est-ce que ce jeune auteur, ce jeune artiste s'appelle Fabien, est-ce que le fait qu'il faille l'intervention humaine pour déclencher ce bricolage, au sens noble du terme, est-ce que ça vous semble fort dans sa pratique d'artiste ? Ça me semble non seulement fort, mais tout à fait nécessaire. Il faut toujours que la main de l'homme intervienne d'une certaine façon. Car si la main de l'homme n'intervient pas dans ce que nous appelons la nature, dans ce qui nous est donné, c'est comme si la nature n'existait pas. Elle s'évanouit, elle devient massive, minérale et muette. C'est la main de l'homme qui la fait parler. Et bien la petite machine qui est là, objet d'art, fait parler le mouvement. Toutes ces petites boules se répondent les unes aux autres. Et l'art consiste à suggérer la façon dont elles peuvent entrer en communication. Elles n'entrent en communication que par leur mouvement, mais aussi par leur réaction. Finalement, c'est de la philosophie. Si l'on veut. Enfin, en tout cas, c'est ainsi. Non, mais toute chose, pour comprendre une chose, il faut comprendre la complexité et Voilà, pour comprendre une chose, il faut comprendre la façon dont elle entre en rapport avec d'autres, avec lesquels elle ne se confond pas, mais qui la concernent cependant. Pour un philosophe, qu'est-ce que c'est, et vous êtes un adepte de la pipe, qu'est-ce que c'est qu'avoir une pipe dans la main ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Nous allons voir ça. Je l'ai ici, la pipe. D'abord, la touche. Alors, il y en a de plusieurs sortes. Ils ont le grain plus ou moins fin. Il y a des pipes en argile qui ont le grain plus fin que les pipes en bruyère. Alors, on les touche. Et on s'aperçoit qu'elle est le prolongement de la main. Mais qu'elle est aussi, d'une certaine façon, le prolongement du souffle. Elle fait corps.
pas seulement avec la main, mais aussi avec la respiration. On respire avec la pipe. Donc, elle ne fait pas partie exactement de l'environnement. Est-ce que ça vous aide dans le travail? Oui, ça m'aide à chercher, à m'interrompre. Ça m'aide à m'interrompre. Ça m'aide à interrompre le travail lorsque je cherche quelque chose, ou même lorsque je parle. Par exemple, maintenant, si je voulais chercher mes mots, ce que j'ai à dire, je suis à la pipe. Vous voyez? Qu'est-ce qui vous fait... C'est un moment, une scansion. Le geste de fumer la pipe est une scansion dans le travail, dans la respiration, dans le mouvement. La pipe est une virgule. Une virgule ou un point-virgule? Plutôt, je dirais un point-virgule. Plutôt un point-virgule. Qu'est-ce qui d'arrêt. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ce qui me fait rire? Ouais. Autre chose. Principalement les chats. Les chats me font beaucoup rire à cause de leur fantaisie. Et vous les imitez en plus? Ah, ça c'est à voir. Peut-être puis imiter les chats. Ça, ce sont des questions, vous l'avez compris, absolument périphériques, mais imitez-moi le chat quand même. Comment? Imitez-moi le chat, qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un philosophe. Imiter un chat? Oui. Imiter comment? Comment? Ah oui, vous aimez les chats? Oui, principalement les chats. Le chat. Alors, on en est à la périphérie, forcément. Pourquoi est-ce que Touki, qui est votre... qui est le nom qu'écrivent vos étudiants ou qu'écrivaient vos étudiants sur le tableau en disant Touki a dit, donc le maître de conférence ou le professeur a dit, etc. Comment est-ce que ce surnom soit à ce point public? C'est un diminutif de mon nom. C'est Dominique qui a trouvé Touki, parce qu'elle ne voulait pas dire Toussaint. En Corse, Toussaint, ça n'a rien d'extraordinaire, parce qu'en Corse, c'est Santo. En français, ça fait Toussaint, ce qui fait bizarre. Pas? Mais Santo, c'est un nom corse très fréquent, très répandu. Bon, alors elle m'a dit, voilà, elle a trouvé Touki. Et puis Touki s'est popularisé, Touki a été répété. Je me suis moi-même désigné comme Touki. Et voilà. Finalement, tous les étudiants... Ah oui, évidemment, parce qu'ils entendaient tout le temps dire ça, Touki, ils ont répété Touki, ils ont dit Touki. La dernière question avant de passer au vif du sujet. Qui choisit la couleur de vos chaussettes? Je ne sais pas. Je les choisis plus ou moins au hasard. Mais vous avez un goût pour les couleurs, J'aime bien la couleur rouge, j'aime bien du bleu pas trop clair, voilà, oui, fossile. Je ne prends jamais de jaune, parfois du rose plus rarement. Mais il y a tout un langage des couleurs qu'il faudrait étudier, mais c'est pas notre objet. Pas sûr. Jean Toussaint de Santi, Philosophie, un rêve de flambeur, Variation philosophique 2, c'est donc une suite, ces conversations avec Dominique-Antoine Grisoni. Vous ne répondrez, et vous n'aurez jamais répondu à la question qu'est-ce que la philosophie, mais si on cherche des bribes sur ce qu'est la philosophie, on trouve, c'est un entêtement, c'est un travail nécessaire à la pensée, et pour la pensée, c'est se préoccuper du monde comme lieu d'accueil. Et le monde comme lieu d'accueil, c'est un endroit où l'autre a une importance fondamentale. Et là, il y a une morale, il y a une éthique. Est-ce que vous interdirez toujours d'avoir une définition plus immédiate de la philosophie? Je ne proposerai jamais de définition pour la philosophie. Mais si on m'a demandé qu'est-ce que c'est que la philosophie, la seule chose que je pouvais répondre, c'est bien voilà, nous allons poser cette question, voir que nous pouvons toujours construire un discours pour dire ce qu'est la philosophie. Il n'en manque pas. Mais ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'il faut, c'est voir quelle sorte de travail c'est. Et le mieux, pour le savoir, c'est de commencer à la fabriquer, de commencer à en faire. Donc, à mettre en jeu le travail de la philosophie à propos de la question qu'est-ce que la philosophie? Et alors là, on voit en quoi consiste le travail. Mais pourquoi est-ce que justement mettre en jeu la question de la philosophie, c'est forcément mettre en cause tout ce qui est vrai, mais en même temps tout ce qui est faux, et finalement ne jamais trouver le bon livre dans cette bibliothèque? Ah, ça c'est... J'essaie d'être un peu rapide. Hein, ça c'est la grande inquiétude des gens qui ont affaire à l'écrit. Les Borges, n'est-ce pas?
qui était aveugle et bibliothécaire, il avait affaire à l'écrit. Et après ça, il avait l'écrit dans sa tête. Le livre est le plus bel outil de l'homme, Annie Borges. Voilà, c'est le plus bel outil de l'homme. Mais c'est le plus dangereux. Parce qu'un livre, prenez un dictionnaire, par exemple, un dictionnaire. Ça va de A à Z. Hein. Alors, je veux dire, après tout, tous les mots sont là. Tous les mots de la langue française sont là. Cependant, vous ne pouvez pas le lire d'un bloc. Hein. Il faut le feuilleter, il faut le lire article par article, ligne à ligne. Hein. Par conséquent, le dictionnaire n'existe que dans la mesure où vous en prenez connaissance. Dès que vous en prenez connaissance, mais il se met en mouvement. Bon. Dans le cas du dictionnaire, ça n'est pas dangereux, parce qu'on le consulte seulement. Mais lorsque vous avez un livre que vous devez lire dans sa continuité, il est aussi se présente d'une façon massive, de la première page à la dernière page. Seulement, il n'existe que lorsque il se déroule sous vos yeux, et lorsque vous le reprenez phrase à phrase, membre de phrase à membre de phrase, et lorsque vous repensez, ou même si c'est un roman, lorsque vous reimaginez les gens, le monde qui est décrit, qui est concerné dans le roman ou dans l'écrit, quel qu'il soit. En fait, d'une certaine manière, un peu comme cette machine, c'est-à-dire que à la limite, ça ne s'arrête jamais. Cette machine n'existe qu'en mouvement. Elle n'existe qu'en mouvement. Donc on assimile le dictionnaire au mouvement, et quand je vous lisais en train de parler justement de cette manière d'aller chercher, de ne pas trouver, donc de repartir, donc d'aller ailleurs, on pense aussi à l'arborescence en informatique. Absolument, absolument. À l'arborescence, c'est plus compliqué comme structure qu'une structure arborescente. Une structure arborescente, c'est fait de graphes comme ça, n'est-ce pas, qui s'engendrent les uns les autres. Là, c'est pas du tout une structure arborescente, c'est plutôt une structure sinueuse. Sinueuse. Alors vous dites, et je crois que ce qui est important, c'est d'essayer de comprendre comment vous fonctionnez, plutôt que finalement ce que vous dites, mais c'est pour qu'on puisse en prendre de la graine, si vous me passez la trivialité. Quand on vous regarde fonctionner, quand on vous regarde dans votre vie, vous êtes né en 1914, on s'aperçoit qu'il y a forcément deux moments dans votre travail et dans votre rapport au monde. Un moment du repli, un moment du travail en profondeur, un moment de la non-apparence, et puis un autre moment qui va s'apparenter pendant certaines années à l'engagement politique. Aujourd'hui, avec le temps qui est le vôtre, né en 1914, quel est, pour un philosophe, de ces deux moments le plus important? Est-ce que c'est celui où il travaille sur 3 mots et 2 virgules dans Platon, en traduction, pour les virgules, ou est-ce que c'est le moment où il s'est engagé politiquement? Aujourd'hui, à votre âge? Ces moments se tiennent. Ils se tiennent. C'est-à-dire que l'un a suscité l'autre, et l'autre a fait exiger qu'on remanie l'un. Ils se tiennent. Des engagements politiques. Moi, je ne me suis pas engagé en politique parce que j'avais lu Marx. Ça pas du tout. Je l'ai lu, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je me suis engagé en politique. Je me suis engagé en politique parce qu'il y avait des gens qui souffraient, parce qu'il y avait l'occupation, parce qu'il fallait se débarrasser des nazis, qu'il fallait les vaincre. Est-ce que vous aviez envie de meurtre? Envie de meurtre? Oh oui, oui, beaucoup. Oui. Oula, enfin, ça c'est une autre affaire. Mais, oui, mais c'est ça. L'action a été cet engagement. Mais tout cela s'est articulé sur la recherche, si l'on veut, philosophique, c'est-à-dire la recherche du sens que tout cela pouvait avoir, à la fois dans pour les rapports entre les hommes, et aussi pour le mouvement ou l'avenir même de la société. Donc il fallait que tout cela se tienne plus ou moins, ça s'est tenu plus ou moins bien. Quand vous êtes sorti du Parti communiste, vous avez été moins présent sur la scène publique, je veux dire. Vous avez peu écrit, finalement, une petite dizaine de livres. Hein, oui, quelque chose comme ça. À peu de choses près. Pour le philosophe que vous êtes, une question importante est celle de la transmission aujourd'hui. On vit dans une société de pensée unique, c'est un poncif, mais on vit dans cette société-là, dans une société mondialisée, aplanie de plus en plus. Est-ce qu'il n'est pas plus important d'être dans l'engagement que dans le travail en profondeur sur
l'explication de textes anciens? Ah, c'est pas seulement l'explication de textes anciens. Non, j'entends bien, Les textes mais anciens sont là, j'essaie d'aller vite. Comme terrain d'épreuve. Non, mais est-ce qu'il faut... Non, mais le plat. Est-ce qu'il faut être apparent? Est-ce qu'il faut être Toujours, apparent? il faut être apparent. Ce que vous dites du plat, hein, de la platitude Oui, du absolument. monde où nous vivons, c'est vrai. Nous vivons dans un monde plat. Bon. Que peut faire le philosophe? Plus Bien plat- le creuser. Plat de chez plat, hein, Oui. ça c'est... Le plat demande à être creusé. Hein? Il faut y faire des trous. Mais qui met à portée après? Il faut y faire, et le moyen que nous avons, nous, qui travaillons, comme nous disons, dans l'ordre de la pensée, si vous voulez, n'est-ce pas? C'est finalement dans l'ordre du langage. Hein? C'est d'utiliser le langage. Donc de parler avec les autres, d'inquiéter les autres. C'est pas d'écrire des livres. Écrire des livres, c'est très important, bien sûr. Mais il faut surtout avoir le contact d'homme à homme. Discuter. Mais comment on l'a? Comment est-ce qu'on transmet cette recherche? Dans le métier que j'ai fait depuis 60 ans, qui est le métier d'enseignant, on l'a de toute façon. Alors il y a des façons d'enseigner. On peut dire, ben voilà, moi je vais vous dire la vérité. Je vais, À votre niveau bon, d'enseignement, on renouvelle les élites. voilà, à mon niveau d'enseignement. Normal sup, la Sorbonne, on renouvelle les élites. Oui, enfin, si l'on veut, on renouvelle les élites, mais en tout cas, on les inquiète aussi. Hein. Elles ne sont pas encore des élites. Ouais, On les inquiète. Vous les trouvez On les inquiètes? inquiète sur leur statut Vous les trouvez d'élite. inquiètes, les élites, aujourd'hui? Un peu. Mais il faut les inquiéter davantage encore. Les inquiéter sur ce qu'elles pensent. Qu'elles ne s'adaptent pas à la platitude. Plus trivialement, mais je crois que ça vous concerne aussi, parce que finalement, le qualificatif utilisé à avoir avec votre métier, les cafés philosophiques, est-ce que ça vous semble quelque chose de marginal, d'anecdotique, de ridicule, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut aider à cette transmission, c'est-à-dire à cette mise à portée? Est-ce que vous iriez dans un café de philosophe? Non, je n'irai pas. Mais ça ne me paraît pas du tout ridicule. Ça me paraît même, d'une certaine manière, plus qu'utile, dans la mesure où ça peut donner à des gens qui n'ont aucune formation philosophique l'envie d'en acquérir une, fût-elle minimale, de façon à s'instruire, de façon à ne pas se laisser aller à la platitude ordinaire du prêt à penser. C'est la mesure où le café, ce qui se dit dans le café philosophique, pose des problèmes, suscite chez les uns et chez les autres des interrogations, des embryons de réponses. Bien tout cela, ça fait, comme on dit, ça fait marcher la tête. Tout ce qui fait marcher la tête est bon. Alors, je vais essayer de vous faire marcher la tête, ou nous faire marcher la tête, avec trois documents qu'on va regarder de manière très, très enchaînée. Premier document, ça date de 1956. C'est pour vous un PAX, hein, comme on dit, une occurrence unique. Oui. 56, c'est un extrait du journal, à l'époque du Journal du Soir, en 1956, un sujet de Claude Joubert sur les réfugiés hongrois à la frontière autrichienne. Regardez. Du néant où semble être tombée la Hongrie, plus rien ne filtre. Seuls surgissent encore de temps en temps, tout au long de la frontière autrichienne, des réfugiés comme ceux-ci. Samedi dernier encore, vous l'avez vu sur ce même écran, une immense espérance soulevait les Hongrois. Voici ce qu'il en est aujourd'hui. 3 jours ont suffi et le drame de ces 3 jours est écrit là, sur ces visages. Ceux des combattants qui ont pu échapper à l'étreinte russe sont désarmés à la frontière. Pourtant, on se bat encore en Hongrie sans doute, mais de ces combats du désespoir, nous ne savons rien, plus rien, car depuis ce matin, les derniers postes de radio tenus par les insurgés se sont tus. Et si ce soir, devant les images de ces vivants, les hommes libres se sentent la conscience lourde, c'est que résonnent encore en eux les appels au secours d'un peuple assassiné. Alors, rapidement, on évoque quelques repères biographiques. En 1942, quelque chose qui fracture votre vie et qui vous donne l'envie de tuer, c'est le fait de voir des enfants juifs gardés par des policiers français. Et là vous avez besoin de l'arme, du contact du métal et de la gâchette. Ça, c'est une chose. Vous êtes alors communiste. Vous entrez dans... Vous êtes, À cette époque, je n'étais pas encore. Vous allez y aller. Oui. Vous allez être résistant, tout en étant... Je l'étais déjà, mais pas de la même façon. Tout en ayant une façade de professeur, enfin de... Oui, j'étais quand même dans la société civile. Et puis le deuxième effondrement et le deuxième écroulement, c'est Budapest, c'est 56, et c'est
On a dit que vous étiez stalinien à une époque, enfin, que vous étiez un peu... Qui n'était pas stalinien dans le Parti communiste. Ou bien on était stalinien, ou bien on n'était pas communiste. Et puis ces deux événements sont ce qu'on appelle des apax en langage philosophique, c'est-à-dire des occurrences uniques qui changent le cours d'une vie. Ça n'arrive qu'une fois. Ça n'arrive qu'une fois. La première fois, vous avez envie de tuer, vous allez dans le Parti communiste. La deuxième fois, vous quittez le Parti communiste et vous avez compris que c'était... Alors, je vous pose une question sur le combat après, mais on va d'abord l'illustrer d'une deuxième manière. Actuellement, au Bouffe du Nord, à Paris, manifestation théâtre de l'Afrique du Sud. Je vous propose un extrait de la pièce The Island. Ce sont des images qui nous ont été données par nos confrères de RFO. Et cette pièce d'Atoll Fugart, avec John Caney et Winston Sona, a été mise en scène par Atoll Fugart. Et elle retrace le bagne. Et elle retrace notamment la vie à Robben Island où Mandela a été fait prisonnier. Cette pièce est donnée actuellement à Paris. Voilà, extrait donc de cette manifestation au Bouffe du Nord. Et puis une dernière chose, mais on va passer l'image comme ça. Récemment en Corse, il y a 2-3 jours, il me semble que c'est une première. C'est-à-dire qu'un propriétaire de paillotes, sans que l'armée ait à intervenir avec ses bulldozers, a décidé de détruire sa paillote parce que voilà, il fait lui-même. Et je me disais peut-être que là il y a le début de quelque chose qui ressemblerait à un retour à l'état de droit. Je dis bien, bon, voilà, trois moments de télévision qui n'ont rien à voir, mais qui sont qui repèrent bien un certain nombre d'époques. Ma question est la suivante: quel est le combat aujourd'hui? Alors, je vais vous citer, vous êtes cité par Annie Cohen-Solal dans Sartre 1905-1980, et vous dites de Sartre, sa première tentative d'expression éthico-politique, ajoute Jean-Paul de Santi, selon lui, notre action immédiate n'aurait eu aucun sens si l'on n'avait pas élaboré simultanément une perspective politique, sociale et éthique à longue échéance pour une France libérée de l'entrave nazie. Donc, par rapport à cette phrase, ma question est, quel est le sens du combat aujourd'hui? Donc, quel est le sens? Quel est le début de sens? Alors c'est vrai que Budapest fait s'effondrer quelque chose, et c'était le début de l'effondrement total. Oui, le combat, vous voulez dire le combat qu'on doit mener aujourd'hui, ou le sens du combat qu'on a mené autrefois? Non, le sens du combat on l'a compris, puisqu'à un moment vous êtes battu, vous en êtes sorti. L'Afrique du Sud, finalement, on a commencé à en sortir aussi. Mais bon, les paillotes, c'est banal. C'est banal, voilà, c'est un attentat. C'est bénin, je veux dire. La lampe vient de tomber. Donc, quel est le combat aujourd'hui? Comment est-ce que, après les déceptions, après les abandons, comment est-ce que vous envisagez le sens du combat? C'est cela même que vous disiez tout à l'heure. Effacer la platitude, comme disait Deleuze, la bêtise. La platitude, c'est-à-dire ce monde dans lequel tout est égal, tout est indifférent, tout est interchangeable, tout se vaut, sauf les pauvres. Ce monde plat dans lequel tout se vaut, ce monde pour lequel on cherche le consensus. Eh bien, il y a la moitié de l'humanité, paraît-il, je pense que c'est vrai, qui vit avec 1 franc par jour, 10 francs par jour. En moyenne. Donc il y en a qui ont un peu plus, d'autres beaucoup moins, et d'autres rien du tout. Alors, est-ce que nous pouvons croire raisonnablement, que la moitié de l'humanité va mourir de faim? Elle va accepter de mourir de faim? Ça n'est pas possible en longue échéance. Voilà. Alors le combat, c'est celui-ci.
Comment est-ce que vous... Et en dehors de... On parle toujours de consensus. Vous savez, moi, je suis pour la négociation. Le mot est détestable. Etc. C'est horrible. On parle toujours de consensus. Mais les gens qui sont dans la misère et qui sont obligés de survivre mal, mais qui continuent quand même à vivre et à survivre, ben, ils ne sont pas pour le consensus. Hein. Vous ne les convaincrez pas qu'il faut qu'ils soient comme ça. Jamais, jamais, jamais. Le consensus ne concernera que ceux qui se tiennent pour satisfaits. Non, ils peuvent se mettre d'accord. Mais je crains qu'ils ne se mettent d'accord. Je crains qu'ils ne se mettent d'accord pour organiser l'extermination de ceux qui ne seront pas d'accord. Hein? Ça, je le crains beaucoup. Leur enlever les mots. Oui, oui, absolument. Et réduire au silence et à la servitude totale. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a trop de mots morts qui ne servent à rien, les mots qu'on utilise le plus souvent, sans y penser, sans les interroger sur leur sens, sans les mettre en mouvement relativement à leur histoire, relativement à leur sonorité, relativement à leur incorporation possible, sont des mots morts. Morts. Donnez-moi un beau mot pour vous. Il faut faire vivre les mots. Donnez-moi un vrai mot. Tout mot est bon, pourvu qu'on l'entende. Parce que ça dépend ce qu'on met dedans. Pourvu qu'on le fasse entendre. Tout mot est bon si on le fait entendre et si on le sait le faire entendre. J'ai deux questions encore. Et je sais que chez vous, la notion du temps est très importante. Et en même temps, quand on vous écoute, le temps passe à une vitesse qui n'a rien à voir avec la notion du temps que vous définissez. Question sur le seuil. Vous êtes corse d'origine, vous avez quitté la Corse à 18 ans et vous restez marqué par l'insularité. Enfin, oui. Hein, on est marqué par l'insularité. On ne peut pas ne pas l'être. Et dans Philosophie, un rêve de flambeur, vous parlez du mot seuil, qui se dit en Corse mutale. Mutare. Voilà. Mutare. C'est l'endroit où ça change. C'est-à-dire là où ça change, le lieu par où l'étranger devient un hôte et la fiancée une épouse, voilà. Le point où se fait l'accueil, où le statut de l'autre se décide, où s'annonce l'alliance. Donc aujourd'hui, dans cette, on parlait de transmission, on parlait du combat nécessaire, etc. Le seuil aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit laisser dehors et qu'est-ce qu'on risque de trouver à l'intérieur? C'est aussi la pierre, le passage. Le passage, c'est le passage. Mais un passage sur lequel on ne peut pas se tenir. Parce que là, en fait, c'est votre tante qui reçoit les gens et chacun laisse son... Qui se tient sur le seuil est dans un non-lieu, il n'est nulle part. Hein? On ne peut pas tenir le seuil, il faut ou entrer ou rester dehors. Mais alors on a envie d'entrer, forcément. On a envie d'entrer. Bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on laisse dehors? Bien, on laisse dehors tout son attirail. Parce qu'il s'agit de philosophie, n'est-ce pas? On laisse dehors tout ce qu'on croit savoir, tout ce qu'on a appris, on le laisse dehors en réserve. Attention, on ne le détruit pas. Puis on entre, alors là on se trouve devant le vide. Parce que l'intérieur, où on entre, lorsqu'on se passe le seuil de la philosophie, il n'y a rien. Votre bagage est dehors. Alors, depuis le vide où vous êtes, vous reprenez votre bagage pièce à pièce, vous l'examinez, vous le mettez en rapport avec les autres pièces, exactement comme dans ce petit appareil, ce petit œuvre d'art que nous avons vu où les boules marchent. Vous le faites marcher à l'intérieur. Vous rentrez ce que vous avez laissé à l'extérieur, vous le faites rentrer à l'intérieur, dans ce vide qu'est pour vous l'intérieur. Mais à ce moment-là, ça change de forme. Ça change de forme, ça ne change pas de nature, mais ça change de forme. Dans Un destin philosophique, vous avez de très très belles pages sur l'envie de tuer, qui vous vient en 1942 quand vous voyez ces enfants juifs gardés par des policiers. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez laissé votre pistolet au vestiaire? Il y a longtemps que je n'ai plus d'armes. Longtemps. Fort heureusement pour moi d'ailleurs. Vous l'avez abandonné quand? Ça, je vais vous raconter l'histoire. Moi, j'ai toujours porté des armes jusqu'à l'âge de 25 ou 26 ans, parce que je me suis marié. Pourquoi faire? Toujours ça, c'était bizarre. Oui, parce qu'encore à 16 ans, il fallait avoir une arme. Alors j'avais toujours une arme, un bon pistolet, mais qui ne s'enrayait pas très bon. Et puis je l'ai toujours gardé avec moi. Et puis, quand j'ai rencontré Dominique, elle était très fâchée que j'ai cette arme que j'avais dans ma ceinture. Tout qui pose ton flingue, quoi. Et je mettais le flingue sous l'oreiller. On dit non, je ne veux pas voir ça, je ne veux pas voir ça. Alors j'ai donné le flingue à un ami, Corse également, qui l'a emporté. Bon, très bien, je n'ai plus eu de flingue. Mais un jour, ça m'a manqué. Ce jour de juillet 42, je me trouvais devant le Panthéon et j'ai vu
des enfants assis sur des valises avec un certain nombre de flics qui les gardaient. Alors ce que j'ai fait, j'ai mis la main là où d'habitude je tenais le pistolet, puis je n'avais rien. Alors c'est très désagréable, parce que vous savez, on a l'impression d'être devenu manchot. Hein? Comme ces gens qui ont perdu, une main, et qui sentent la douleur au bout des doigts qui leur manquent. Bien là, je sentais le pistolet qui me manquait au bout de mon index. Hein. Ah, c'est une situation, vraiment une situation très douloureuse, très désagréable, d'être manchot de l'arme qui peut servir à tuer des flics. Jean Toussaint de Santi, une dernière question. Est-ce que vous pensez qu'un homme responsable est un homme qui n'a pas de réponse aux questions? Qui cherche à saisir le sens des questions qu'il formule. Voilà, ça c'est un homme responsable. C'est Douboro. Allez-y, qu'est-ce que vous avez? Non, mais je pense que M. de Santi m'a séduit dans un des passages dans le Monde que j'ai lu, moi, récemment. Et donc, quand vous parlez de la différence entre le joueur, lui, qui a quand même des règles préétablies qu'il connaît d'emblée, et donc le philosophe, lui, qui n'a pas accès aux règles, c'est au fur et à mesure qu'il avance qu'il découvre les règles du jeu. Et là, ça m'amène automatiquement, moi, à penser comme un artiste. Oui. En tant que créateur, il passe dans son monde sans vraiment savoir où est-ce qu'il va aboutir dans sa création, dans quelle gestion il va trouver. Est-ce que là, on peut dire, par exemple, que le philosophe est un improvisateur en même temps? Est-ce qu'on peut le considérer comme quelqu'un qui improvise? Absolument. Ah, il improvise. S'il n'improvise pas, il répète. C'est oui. Vous improvisez. Exactement, c'est ça. Ben voilà. Toute production, qu'elle soit une production de mouvement, ou qu'elle soit une production verbale, ou qu'elle soit une production plastique, qui n'improvise pas, ne produit pas de mouvement. Par conséquent, elle est figée, elle répète, mais ça n'est rien, il n'y a pas d'œuvre. Il n'y a d'œuvre que dans son mouvement de production. Et tout ça se tient, que ce soit la danse, la peinture, la philosophie, le roman, tout ça se met en mouvement et ne vit que du mouvement, ne vit que du changement, ne vit que de la remise en question. C'est pourquoi j'ai appelé ce livre « Philosophie, un rêve de flambeur ». Parce que c'est que le flambeur? Le flambeur, c'est celui qui met le feu, au fond. Hein, il met le feu. Et c'est dans la fumée de l'incendie, c'est-à-dire lorsque les choses sont réduites à l'état fluide, où toute substance semble s'être évanouie, qu'on peut commencer à chercher la vérité de ce qui paraissait avoir de la substance, de ce qui était figé. Faut brûler les paillotes. Les paillotes. C'est sur les paillotes grotesques. C'est clair. Autre non, c'est bon. Alors, je vous propose d'écouter un moment musical avec Mauro Gioia, qui fait du cabaret napolitain. Il a d'abord fait les beaux-arts, ensuite il s'est amusé dans les boutiques de vêtements chics ou branchés, et finalement il est venu à l'art après avoir tâté du rock, du new wave. Il défend les mots et les images en liberté, et il interprète ce soir un premier titre qui s'appelle Giuramento. On l'écoute. Non ti scordare, mare, ogni sera che allegre parola senta allegra, e torna aspettami, non ti scordare. Oh
faceva a me, come ti puoi scordare cada giornata, sia già perduta vita mia per te. Faceva a me, come ti può scordare cada giornata, sia già perduta vita mia per te, ma non va pure sa portaia lontana. Napolitana non si canta più, dicono per f'amore ma sa da ricere che si mi la più, dicono c'è buona samba, no tanga, no cia cia cia, ma quando è innamorata buona canta, che buona canta, che buona canta, cantano una canzone napolitana. Cantano una canzone per f'amore, vieni, vieni, bella, bella, amore, amore. Dinta barca che connolea, sospirando non me la sa. Cantano una canzone napolitana. Cantano una canzone napolitana. Mauro Gio, il y a un cabaret napolitain. Sédou Boro, bonsoir. Donc, vous avez vu questionner le philosophe. Vous avez 30 ans. Vous êtes 31 ans. 31 ans, 68, pardon. 68, ouais. Vous êtes né en 68. Puis on aime bien les poncifs à la télévision française. Hein, donc, les Africains ont le rythme dans la peau. Ça vous agace, ça, non? C'est vrai que quand on a commencé à parler... Vous êtes chorégraphe. C'est vrai que je suis chorégraphe, mais c'est vrai que... Vous avez un corps d'enfer. Mais c'est vrai que ce mot de dire que les danseurs ont le rythme de la peau, ça coïncidait quand même à une époque. Moi, je pense que tout le monde a le rythme de la peau. Ça dépend de ce qu'on a envie de faire, ça dépend de ce qu'on fait avec. Et de définir seulement unanimement que les Africains ont le rythme dans la peau, moi, je me vois en dehors de ça pour l'instant. Ouais. Bon, en tout cas, la musique a beaucoup d'importance en Afrique, et en même temps, on constate aujourd'hui que la musique n'a plus toute sa place en Afrique. Comment se fait-il qu'on perde un peu le sens de la musique ? Dans ce sens-là, je pense que la musique, comme vous l'avez dit, c'est vrai que la musique a toujours eu une grande importance par rapport à... Et puis la danse. Hein. Et la danse aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans ces mélanges, c'est vrai que, je dirais plus ou moins le contraire, moi. Je pense que quand même ça prend une densité, parce qu'il y a quand même des brassages qui se font, des rencontres qui se font entre artistes qui venant de tout milieu. Je pense quand même que ça donne de matière à renouveler dans les deux sens. Que ce soit quand même des artistes africains qui viennent par rapport au niveau de l'Europe ou des artistes européens qui partent au point de vue de l'Afrique. Je pense que ce sont des rencontres qui donnent aujourd'hui une densité musicale qu'on ne peut pas nier aujourd'hui. Alors, est-ce que ça vous énerve si on vous dit que hier, la rencontre avec Mathilde Monnier a été quelque chose de fondamental? Un peu comme ces moments qui changent une vie. Avant de répondre à cette question, je dirais ce petit proverbe qui dit que quand on te lave le dos, fais au moins l'effort de te laver la face. Et quand tu as fini de te laver la face et que tu as fini de te... Vous avez déchiré, vous lavez le dos. Justement. Il ne faut pas oublier de remercier ceux qui vous ont lavé le dos.
Et dans ce sens, je suis entièrement d'accord que la rencontre avec Mathilde, pour moi, ça m'a beaucoup apporté. Et je pense que ça a apporté autant qu'à moi et elle aussi. Jusqu'à présent, on travaille ensemble. Est-ce que c'est parce que vous avez été capable de poser vos valises culturelles réciproques pour essayer d'imaginer quelque chose au milieu? Je pense que... on ne s'en défait pas totalement, du moins je veux dire. On en garde quand même parce que c'est ça qui fait qu'on garde une différence, mais en même temps une qualité autre que l'autre n'a pas. C'est ce qui l'amène à venir chez moi. Je pense que ce qui était intéressant par rapport à la rencontre avec Mathilde, c'est qu'elle avait vu des artistes africains, dont notamment moi, et d'autres personnes aussi, des artistes du Mali et du Burkina Faso. Mais en même temps, c'était qu'on puisse travailler sur une création qui s'appelle Pour Antigone et que chacun puisse garder de sa tradition, de sa culture, en même temps ne pas nier aussi l'ouverture vers l'autre. Et ça donnait une pièce fabuleuse. C'est facile, non, vous pensez, cette capacité à ne pas se faire manger ou à ne pas imposer, dans l'autre sens, à l'autre sa propre culture? Je crois que c'est pas évident au début. De toute façon, la peur est au niveau des deux sens. Je veux dire que quand on ne se connaît pas réellement, pour connaître l'autre, c'est quand même très difficile. Et c'est comme en amour, je veux dire, quand celui qui est en face connaît ce qu'il a vraiment besoin et que l'autre en face ne sait pas, là, c'est sûr que ça va foirer. Mais quand on s'est rencontrés, je pense que chacun était assez mieux dans ce qu'il avait envie de faire. Cela nous a permis, nous, de nous retrouver. Et aujourd'hui, quand on voit la pièce, on sent quand même que chacun a gardé de son originalité, de sa tradition, et de tout ce qu'il a comme bagage de lui, en amenant aussi cette rencontre. Je pense qu'il faut de tout dans ce sens-là. Quand on a envie aujourd'hui d'avoir une création créative, il faut faire des rencontres. Je suis pour les rencontres, moi. Alors, Mathilde Monnier, donc le Centre national chorégraphique de Montpellier. On va regarder un peu les différentes étapes de votre carrière dans ces extraits que nous avons choisis. Regardez. Êtes-vous des consommateurs ou bien des participants? Qui vous êtes? Là j'ai envie de crier. Si moi je dors, mais même si moi je dors quelqu'un d'autre, tout en suspension et en légèreté, donc trouvé errant en tant que Jana sur un chantier. Arrêtez, arrêtons! Alors, Seydo Bourron, on vous a vu d'abord avec Mathilde Monnier dans Pour Antigone, c'était en 93. Puis là, on a vu un extrait de Figninto. Figninto, oui. Hein, et alors, ça, c'est vos propres chorégraphies. Donc, une question d'abord sur les titres de vos chorégraphies. Figninto, c'est l'œil troué. Exactement, ça et veut puis dire l'aveugle. L'aveugle. Ouais, hein. donc l'œil troué aussi. Et le siècle des fous aussi. Alors, c'est de la provocation, c'est de...
Non, je ne pense pas que c'est de la provocation. C'est vrai que la compagnie qui s'appelle la Compagnie Salani Sédou, donc nous sommes les deux chorégraphes que vous avez vus tout à l'heure. Et vous n'êtes pas homosexuel? Non, enfin, c'est une histoire. C'est une autre histoire. Ouais. Mais non, parce que vous êtes chacun marié, mais en fait, en France, vous êtes tous les deux et on est dit ils doivent être homosexuels. On est souvent ensemble. On est souvent ensemble. Il n'y a pas d'ambiguïté ouais. sur la question. C'est vrai qu'au niveau du siècle des fous, par rapport à ces créations, c'était un moment qui nous avait beaucoup interpellés par rapport à notre travail et par rapport à ce qui se vivait en Afrique. C'est vrai qu'à cette époque, c'était l'histoire du Rwanda, c'est tout ce que nous avons vécu à travers l'Afrique. Et quand on voit quand même des gens qui payent pour les autres, quand même des innocents comme des enfants quand même qu'on tue, et le siècle des fous avait envie de relater cela. Et en même temps, quand on regarde le pouvoir en Afrique, c'est vraiment de l'assoiffement du pouvoir. C'est-à-dire qu'ils ont tout, et en même temps, ils assoiffent le pouvoir pour des miettes. Ils ont tout ce qu'ils ont. Et alors qu'il y a une grande majorité de la population qui se cherche pour le minimum qu'ils n'allaient pas avoir. Et la pièce Fiento, le siècle des fous pour nous, c'était vraiment de parler de cette histoire-là. Et Fiento, en langue bamana veut dire l'aveugle, donc la deuxième pièce de la compagnie Salani Sédou. Et ça parlait aussi des rapports manqués. On a constaté que par rapport à l'évolution de ce monde, on n'a plus le temps de se parler, on n'a plus le temps de s'écouter, tout passe très vite. Et je prends le cas, par exemple, l'exemple d'un ami qui vient vous voir un soir, qui vous dit il faut que vous m'écoutiez. J'ai une histoire à vous raconter. Et vous lui dites non, j'ai pas le temps aujourd'hui, on peut le donner à demain, et on passe demain, on se voit. Et le lendemain, vous passez pour voir cette personne, et cette personne n'est plus. Et vous restez seul dans votre... Vous culpabilisez en fait. Je l'aurais écouté peut-être et je l'aurais sauvé. Et ce monde est aujourd'hui comme ça. Ça va dans tous les sens, ça va très vite. Et nous, on tient la sonnette d'alarme par rapport aux pays africains, à l'Afrique aujourd'hui. Comme elle essaie de vivre aussi à cette vitesse. Comme en Europe, on n'a pas les mêmes atouts, je veux dire, de base. Et donc, Fiento, c'était un moment donné pour nous... Quand vous voyez la dernière conférence sur le sida en Afrique, en Zambie, quasiment aucun, on voit quelques images à l'antenne. Le seul responsable, c'est un sous-secrétaire d'État finlandais ou des pays nordiques. C'est les chiffres qui n'évoluent pas. 80% du budget de la recherche en Occident pour 20% des malades, et l'inverse en Afrique, c'est-à-dire 80% des malades et seulement 20% du budget de la recherche. Qu'est-ce que... Sardou a une chanson, il dit « Afrique à Dieu ». On a l'impression que vous êtes, ça y est, on vous raille de la carte d'une certaine manière. Comment est-ce que vous pouvez vivre ça, et comment est-ce que vous pouvez vous dire autrement parce que vous êtes artiste? Mais c'est vrai que dans cet angle-là, vu ce qui se passe aujourd'hui par rapport à cette maladie, c'est vrai qu'il n'y a pas que l'Afrique qui est touchée dans ce sens-là, il y a quand même beaucoup de pays qui sont touchés. Mais c'est vrai que le côté de... Non, c'est l'Afrique qui n'a pas de moyens. Qui n'a pas de moyens, c'est vrai, dans ce sens-là. Mais ce problème, je pense qu'il y a aussi... Je ne sais pas si c'est l'insouciance par rapport au pouvoir public, quand même, qui sont sur place, qui passent leur temps à regarder autre chose que les vrais problèmes cruciaux de la population ou des peuples africains. Je pense que c'est vraiment de l'insouciance de foi des hommes politiques. C'est le siècle des fous, ça. C'est le siècle des faux aussi. C'est vraiment là-dessus que je joue. Alors, on va revenir à la chorégraphie parce qu'on va regarder un extrait. J'aimerais bien qu'on s'interroge sur ce que ça veut dire que la danse contemporaine en Afrique et comment on mélange du Sédou Boro et du Mathilde Monnier. Donc, vous avez fait un film sur cette rencontre, sur cet échange qui s'appelle La Rencontre. La Rencontre, ouais. On regarde un extrait et c'est Mathilde Monnier qui essaie d'expliquer sa conception à elle de l'art contemporain, alors que les élèves à qui elle explique sont plutôt dans la démonstration, dans la psychologie, alors qu'elle, ce qu'elle demande, c'est une expression du corps. Regardez. Et moi, je vous ai demandé des qualités de mouvement dans un espace simple. Hier, on a fait immobilité, chute, agitation et course. Non, les chutes.
Hein? C'est pas d'histoire, il n'y a pas d'histoire là-dedans. Pas j'ai peur, j'ai froid, j'ai chaud, je vois mon voisin, j'embrasse ma femme. Non. Si tu veux faire un truc à deux, c'est un travail de contact. C'est pas embrasser. Écoutez, c'est pas forcément embrasser, ça peut être effectivement avoir un contact avec quelqu'un, on s'appuie dos à dos, ou on s'attrape, ou on se tire, ou on se pousse. Mais c'est pas une relation psychologique. Ne mettez pas de... Vous comprenez ça? Je vois quelqu'un, ça y est, c'est mon mari, on s'aime plus, Non. Tu essayes de trouver un rapport physique qui dit rien d'autre que ce rapport physique-là. Sédou Boro, comment est-ce qu'on mélange des cultures chorégraphiques absolument différentes? Quelle est la signification de la danse contemporaine en Afrique, et qu'est-ce que vous créez de nouveau quand il y a le mélange des deux? Mais c'est vrai que là, je voulais bien revenir en arrière un peu pour parler un peu de la différence, d'une compréhension au moins de la danse africaine, de la différence de la danse traditionnelle, parce qu'on a toujours aussi l'impression de mettre la danse traditionnelle et la danse africaine ensemble. Et alors que quand on parle de la danse traditionnelle, c'est comme ici le classique, la danse classique par exemple. Et quand on parle de la danse africaine, elle peut être aussi comme la ressemblance de la danse contemporaine. Moi, au début, quand je suis venu en Europe, quand j'ai vu la danse, je ne connaissais pas la danse contemporaine ni la danse, je vous disais tout était classique au début aussi. Pareil. C'est comme un Européen qui peut voir la danse africaine disant toute la danse africaine. Alors que dans la danse africaine, tu as la nuance de la danse traditionnelle et la danse traditionnelle qui est immuable. La danse traditionnelle, c'est l'expression qui ne bouge pas, qui est vraiment statique, qui n'évolue pas. Et quand on essaie de la mettre dans un espace chorégraphique, donc sur une scène, avec un public qui s'assoit pour regarder, et là, elle ne fonctionne plus. Elle fonctionne plus. Parce que quand on prend la danse traditionnelle, il n'y a plus de public, il n'y a plus d'acteurs. Parce que les acteurs sont, enfin le public et l'acteur. L'acteur en même temps. Donc c'est interchangeable dans ce sens-là. Et quand on commence maintenant à mettre la danse africaine sur scène, là on commence à jouer le côté où le public peut s'asseoir et regarder un spectacle. Et de cette rencontre-là, on peut dire aussi qu'il commençait à avoir une danse contemporaine en Afrique. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce qui est très intéressant par rapport à la rencontre avec Mathilde et par rapport à ma démarche aujourd'hui, c'est d'arriver à travers tout ce que j'ai comme bagage artistique africain, donc la danse traditionnelle et la danse africaine, donner une nouvelle gestuelle qui puisse être, par rapport à la création, qui puisse être plus nouveau, une nouveauté artistique, je veux dire, par rapport à la gestuelle, par rapport à la mise en scène, par rapport à ce qui est de la lumière et de... Quand vous dites il faut inventer un nouveau langage du corps, qu'est-ce que c'est que ce langage du corps qui se serait nourri de ces différents apports, mais qui en même temps s'en serait débarrassé? Qu'est-ce que c'est que ce langage universel que vous avez envie d'écrire? Je pense qu'aujourd'hui, on entre dans une mondialisation quand même de tout ce qu'on voit, tout avance très vite, et que je pense que le continent africain aujourd'hui, par rapport à la culture et par rapport à dans son tama, doit donner autre chose. Même le public africain aujourd'hui attend d'autres manières d'être, d'autres manières de danser, de s'exprimer. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les créateurs s'ouvrent dans ce sens-là. Et je pense que les rencontres que les gens en font, notamment moi qui ai eu la chance de rencontrer Mathilde Monnier, elle qui a eu la chance de me rencontrer aussi, je pense que ce que j'ai tiré d'elle, aujourd'hui, je pense que cela me permet aujourd'hui d'amener les deux à aller ensemble. Donc cela me donne une gestuelle, pas hybride je veux dire, mais une gestuelle quand même nouvelle dans la danse. Alors quand on voit Mathilde Monnier dans le film qui a été présenté à la Cinémathèque de la Danse, qui sera diffusé sur la chaîne Musique, dire mais attendez, vous êtes en train de mettre de la psychologie, etc. Moi je veux absolument pas de ça. Est-ce que vous pensez que c'est facile de se débarrasser de toute expression, puisqu'il s'agit de donner... c'est presque... On parlait de Nathalie Sarraute tout à l'heure. C'est vrai que l'acteur ou le danseur n'a plus d'importance. Ce qui compte, c'est le sens de son corps, mais pas le sens forcément de ce qu'il met dedans. Voilà. Là, c'était la difficulté. C'est vrai que quand j'étais au tout début en France aussi, la première pièce que j'ai vue, qui était la danse contemporaine, j'ai trouvé une belle gestuelle, ça c'est sûr. Mais elle n'était pas portée pour moi. Elle n'était pas portée dans le sens où, par rapport à la danse africaine ou la danse que nous faisons, elle a toujours une émotion portée derrière. C'est sûr que la danse contemporaine a des émotions aussi, mais sauf que par rapport à la gestion de la danse africaine, l'émotion est beaucoup plus ancrée. Donc ça veut dire que la personne, elle ne peut pas être vide en donnant son expression. Il faut qu'il soit habité, il faut qu'il se raconte une histoire à l'intérieur, même si ce n'est pas une histoire
qui peut sortir justement. Donc il faut qu'il la transpose dans le mais alors, mouvement. l'intériorisation exactement. que demande Mathilde Monnier, comment est-ce que finalement comment il y arrive, parce que c'est un travail supplémentaire, parce que ce discours de l'intériorisation, on peut l'avoir en Occident. En revanche, quand on arrive dans une tradition et dans un fonctionnement différent, ça suppose un double apprentissage, ou un apprentissage encore beaucoup plus profond. Quel est le travail du danseur dans ces cas-là? Comment est-ce qu'il se concentre pour se débarrasser? Mais je pense que le corps est l'instrument quand même qui s'adapte très facilement, très vite, je veux dire. Et avec Mathilde, par exemple, son travail, ce qui est très intéressant, c'est cette liberté donnée aux artistes qui travaillent avec elle. Par exemple, quand elle donne un sujet, quand elle donne une idée sur le travail chorégraphique, chacun donne ce qu'il pense être juste. Et elle est toujours d'accord avec des petites corrections qu'elle fait. Mais c'est vrai que d'emblée, elle est partante pour tout le monde. Tout ce que tu proposes est juste. Ça dépend de comment toi tu le tiens. Si tu crois à la gestion que toi tu donnes, elle fonctionne. Elle fonctionne. Et donc son travail est surtout ancré sur les individus. Individus aujourd'hui, donc ce que chacun peut apporter dans la chorégraphie. J'ai encore deux questions à vous poser. Quelle est pour vous la plus belle posture d'un corps dans la danse? Est-ce qu'il y a une posture qui vous semble la plus belle, la plus potentielle ou la plus évocatrice de quelque chose? Est-ce qu'il y a un moment de votre corps que vous trouvez le plus disant? Tout corps est beau, pour moi. Tout corps est beau. Ça dépend de ce qu'on a fait. Tout à l'heure, comme disait Satimi par rapport à la philosophie, qu'est-ce qu'on y mettait, qu'est-ce qui donnait le sens. Je pense que c'est ce qu'on met là-dedans qui donne... Non, mais est-ce qu'il y a par exemple un geste difficile qui, quand il est réalisé correctement, donne une satisfaction? C'est sûr, c'est sûr. Au lieu de la danse, il y a des moments quand on arrive à faire... même si on l'a fait des milliers de fois, à chaque fois qu'on arrive à le refaire, on trouve un plaisir. Toujours un plaisir. C'est lequel en ce qui vous concerne? C'est pas évident à définir comme ça. C'est pas seulement qu'un seul mouvement, c'est tout le corps qui s'y met. C'est-à-dire que quand on est sur une scène et qu'on sent que tout le corps, dans cette soirée, dans ce spectacle, a vraiment vécu, on sort vraiment très content, ouais, très content. Il n'y a pas que seulement c'est pas seulement que le geste qui donne ce plaisir-là, c'est quand tout le corps est investi du début à la fin du spectacle. Je sens que là, on se dit, oui, aujourd'hui, j'ai gagné un truc, j'ai gagné quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais je suis très content. Où êtes-vous le plus heureux? Sur une scène africaine, puisque vous allez régulièrement au Burkina et que c'est là que vous avez fondé votre compagnie avec Sali Hassanon. Où est-ce que c'est le mieux pour vous? C'est l'Afrique? C'est Ouagadougou? Ou c'est Paris? Je pense qu'en tant qu'artiste, on bouge pas mal. Je pense que tout lieu... idéal, mais c'est vrai que pour moi, le public... C'est le vôtre. C'est le mien, ouais. C'est le mien au Burkina Faso. Parce qu'il y a aussi une histoire par rapport à ce public-là. Quand je parle du public ouagalais, je parle d'une anecdote, par exemple, de Préjocage qui est venu l'année au Burkina Faso, qui a joué devant ce grand public-là. Il avait amené des pièces courtes. Et quand il a passé sa première pièce qui était plus ou moins classique, et le public commençait à sortir. Parce que le public là-bas, c'est vraiment quand ça ne marche pas, le public qui sort sous ton nez, vous avez beau transpirer, il sort, c'est pas son problème. Aucun respect pour la suite. Ah non, ça... en France, pas forcément non plus. Voilà. Bon. Et donc, à un moment donné, il y a un président qui a amené une autre pièce, courte, un duo très fort, et là, le public est revenu. Et dès ce moment, tu comprends très vite que dans ce public-là, quand tu fais un spectacle, par exemple, devant ce public ouagalais, donc du Burkina Faso, et que ça marche et qu'il reste dans la salle, tu es sûr de pouvoir gagner le coup partout. C'est vraiment un public très dur dans le sens. Ouais, mais alors, est-ce qu'il se rend compte que c'est quelque chose de différent ou d'investi différemment? Si. Mais au début, par exemple, quand on a commencé le siècle des fous, c'était pas évident pour ce public-là. Même pour nous, c'était vraiment une nouvelle démarche. On en parlait tout à l'heure. Exactement. Et quand on est arrivé, le public, quand il a vu notre première pièce, ils se sont dit, mais attends, ils commencent à danser comme des Européens. On a dit non, ça c'est vraiment pas ça du tout. Au fur et à mesure qu'ils ont suivi notre travail, ils ont compris que la démarche que nous menons, ils trouvaient de ce qui était traditionnel de chez eux, de chez nous, dans nos créations. Et subitement, ils se sont dit, mais c'est vrai que ça donne une autre dimension de ce que nous n'avions pas vu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le public africain, je veux dire, parce qu'on tourne pas mal aussi en Afrique, le public africain nous accueille très bien. J'ai une dernière question. Alors, tout à l'heure, on parlait du goût des couleurs ou des chaussettes de Jean Toussaint de Santi. Vous, on vous voit parfois en boubou,
parfois torse nu, parfois en t-shirt. Est-ce qu'il y a un vêtement mieux adapté à la danse ou à la danse contemporaine que l'autre? Soit vous avez les deux, hein, vous avez le t-shirt Ben ouais. et la casquette. Voilà. Ben non, je ne pense pas, c'est au niveau de la création. Ça devient maintenant de la vision du chorégraphe par rapport au choix des costumes. Et pour moi, je pense que le fait d'être comme ça, avec un boubou aujourd'hui, un t-shirt demain, nu après-demain, je pense qu'aujourd'hui, c'est ma vie qui est comme ça aujourd'hui. Je rencontre pas mal de gens, je bouge beaucoup, je suis en Afrique, je suis en Europe, et ma vie, même socialement, elle est comme ça. Je peux le nier aujourd'hui. Et donc, je vis avec, sans renier l'autre, ni... il faut trouver le juste milieu, je veux dire. Il faut que tout aille ensemble. Et c'est ce que j'essaie de faire. Ouais. Jean Toussaint de Santi, qu'avez-vous entendu de... J'étais très heureux de l'entendre, parce que quand je l'écoutais, je me disais, mais c'est curieux, comme les choses qui semblent n'avoir aucun rapport entre elles se tiennent cependant par la main et sont très proches l'une de l'autre. La philosophie, c'est une affaire corporelle. C'est une affaire de moi à l'autre, du corps de l'autre au mien. Et ça se passe dans l'entre-deux. La danse, c'est une affaire corporelle. Elle est plus, je dirais, explicitement corporelle que l'usage de la parole dans l'échange philosophique, bien entendu. Mais, de toute façon, il a dit quelque chose de très juste. Tout corps est beau, pourvu qu'on le mette en mouvement. Qu'on le suive, pourvu qu'on lui obéisse. Ça ne veut pas dire qu'on obéisse à ce que l'on croit ou à ce que l'on pense, qu'on obéisse au corps. Et de même, c'est la même chose pour la langue, pour le langage, pour la parole, pour la recherche du sens. Je disais tout à l'heure, tout mot est bon, pourvu qu'on l'écoute. C'est pourvu qu'il se laisse écouter, pourvu qu'on le ramène à son origine. C'est la même chose là. Tout corps est beau, pourvu qu'on se plie à son exigence, à sa manière d'être, à ce qu'il veut, le suivre. S'y plier, ben voilà. Moi, je suis tout à fait incapable de danser, fût-ce sur un pied. mais je comprends très bien. Et moi, on a pu parler beaucoup de la philosophie, donc... Voilà. Ça va. Vous pourriez peut-être faire un spectacle tous les deux, finalement. Vous allez rester avec nous, on va passer à la deuxième partie de cette émission, on va parler de l'actualité culturelle. Dans un instant, donc, éteignez vos portables. Voilà, dans une seconde, les critiques vont nous rejoindre. On va parler du dessin de presse, on va parler également de l'actualité scientifique, mais il faut ici s'arrêter sur la mort de Nathalie Sarraute, 99 ans. Nathalie Sarraute, qui est donc morte mardi. Jean Toussaint de Santi, un mot sur Nathalie de Sarraute. J'aime beaucoup Nathalie Sarraute. Je la connais depuis très très longtemps. Je l'admire beaucoup. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est la façon dont elle évoque ce qu'il y a sous les mots. Avec le murmure. Le murmure que les mots qu'on prononce à voix haute ne fait pas entendre, mais qui existe. Elle le fait exister. Elle fait exister, elle appelait ça la sous-conversation, mais c'est plus profond que ça. Ce n'est pas seulement la sous-conversation, c'est le sous-langage. Il y a plusieurs langages. Il y a un langage qui reste silencieux, toujours. Et elle a montré le langage silencieux. Justement, elle en parlait dans un cercle de minuit le 26 octobre 1995. À l'époque, elle était interrogée par Laura Adler. Qu'est-ce qui vous manquerait si vous cessiez d'écrire ? J'aurais l'impression de ne pas vivre, parce que pour moi, c'est toute ma vie. Écrire et puis lire, c'est tout. Votre technique, vous la qualifiez d'abandon à votre propre courant. Vous dites que vous n'avez pas de technique pour écrire.
je veut ne dire pense quoi, pas cet abandon consciemment à une technique que je vais employer. Les choses viennent parce que je dois coller à une certaine sensation, un certain mouvement qu'il faut que j'essaie de rendre, et je suis accroché à ça, et ce mouvement, il faut que je le rende avec des mots. C'est tout. Vous n'avez jamais pratiqué la psychanalyse? Ah non, ça non. Ah non. Non. Je pourrais même dire que si j'avais pratiqué la psychanalyse, je n'aurais probablement pas écrit les livres que j'ai écrits, parce que je les aurais interprétés psychanalytiquement, et Dieu sait ce que j'aurais été chercher. Ça, c'est tout à fait contraire à tout ce que j'ai voulu faire. Parce que je cherche à rendre quelque chose de ressenti que n'importe qui peut ressentir. On n'a pas besoin pour ça qu'on vous l'interprète à la lumière des théories de Freud. On le sent, tout le monde le sent, mais ça passe très vite, on n'a pas de temps de s'y arrêter. Je m'y arrête et j'essaie de le rendre. Et pourtant, cette attention aux mots, cette tension un peu flottante, on l'éprouve quand on vous lit. J'espère bien que ça se transmet. Autrement, pourquoi écrirais-je? J'espère qu'en le lisant, on retrouve quelque chose qu'on a senti peut-être confusément, qu'on n'a pas eu le temps d'approfondir. Est-ce que vous avez l'impression? Voilà, donc Nathalie Sarraute, c'était maintenant il y a quelques années avec Laure Adler. Dans l'actualité également, il y a de la musique avec Calvin Russell, que l'on reçoit régulièrement dans le cercle, ce chanteur américain qui a été révélé par un producteur français qui aujourd'hui fait, ma foi, une fort belle carrière. Where the Blues Get Born. Down on the dirty side of dawn. Way out on the street with them dirty sheets of paper. Oh baby, that's where my blues get born. Oh yeah, that's where my blues get born. When I've lost my love, lost my time, lost all my dreams, baby, lost my mind, lost the race to the demon that I run from. Baby, that's where them blues come from. Hey honey, that's where them blues come from. On the empty edge of evening, down on the dirty side of dawn, way out on the street with them blowing sheets of paper. Yeah, baby, that's where them blues get born. Yeah, that's where them blues
Calvin Russell, accompagné par Jerry Taylor et puis Jesse Taylor, pardon. Ce dernier album s'appelle Sam. Il est dédié aux compagnons de cellule qu'a rencontré Calvin Russell au Texas. Éteignez vos portables, on va parler de dessin de presse avec Philippe Thureau-Dangin qui est rédacteur en chef de Courrier International. Et on va parler de science avec Marie-Odile Bonchicourt. Philippe Thureau-Dangin, Courrier International, que l'on salue ici, le grand retour. Bon, on collaborait régulièrement ensemble l'année dernière, là, c'est une occasion de se retrouver. Vous participez à une manifestation sur les dessins de presse, donc avec Amnesty International, avec Reporters sans frontières, et ces journées internationales ont lieu à Rouen. À Rouen, ouais. À Rouen, depuis ce matin mercredi jusqu'à dimanche. En fait, c'est 5 jours donc de rencontres, de débats, plusieurs expositions. L'une organisée par Econovox et 2 organisées par Courrier International. Ça a lieu dans les jardins d'hôtels de ville et un peu partout dans la ville. C'est-à-dire qu'il y a dans une librairie, dans des bars, la faculté de médecine, tout est un petit peu consacré à la presse et au dessin de presse. Et alors, pourquoi le dessin de presse? Parce que le dessin, c'est une... J'ai entendu donc mon voisin, Jean-Toussaint de Santi, tout à l'heure, parler de creuser des trous dans la platitude du monde. Et je crois qu'avec, plus modestement, les dessinateurs, justement, font ça chaque jour. C'est-à-dire que c'est une sorte de trou dans le consensus et qui lutte contre la platitude de l'actualité. Et c'est ce qu'ils font avec talent un peu partout dans le monde. Et Courrier donc, a rassemblé un certain nombre de dessinateurs des 5 continents. Et puis nos amis français aussi seront là. Il y aura des gens évidemment connus comme Plantu, GB, T-News, Gauzère, etc., enfin, que nous connaissons ici. Et puis plein de dessinateurs que nous connaissons moins en France, que ce soit des Algériens comme Dilem, Marie, ou Corax. On en voit quelques-uns, la campagne électorale en Algérie. Oui, qui est d'un dessin de Dilem, je crois, paru dans El Watan. Et puis Corax, qui est le dessinateur serbe qui a croqué Milosevic le plus possible. Enfin, il s'est interrompu pendant le conflit, mais il le faisait avant et après. Il y a évidemment un dessinateur kosovar aussi qui va venir à Rouen, Jeton Milokovic. Et puis, enfin, un certain nombre donc de dessinateurs du monde entier. Voilà, Corax, c'est une allumette qui se consume petit à petit, mais le bout de l'allumette, qui est la tête de Milosevic, elle ne se consume pas. Et donc, je crois que juste avec un seul dessin, il fait comprendre toute la situation, c'est-à-dire que tout le pays brûle, mais lui, non. Justement, pour vous, le philosophe, est-ce qu'à la limite un dessin de presse ne suffit pas? Est-ce qu'il y a encore besoin d'autant de colonnes écrites comme ça à côté? Alors que c'est vrai que là, on a vu la tête de Milosevic qui n'a pas brûlé. Le dessin de presse, si je puis dire, beaucoup plus parlant. Et il frappe davantage. Il alerte davantage. Mais le commentaire n'est peut-être pas inutile non plus. Il y a un peu d'explication parfois. Oui, il faut les deux, oui. Faut les deux. Philippe Thureau-Dangin, quelle est la place du dessin de presse aujourd'hui? Est-ce que c'est une place qui va en prenant de la place? Ou est-ce qu'au contraire, est-ce qu'il y a besoin de plus de commentaires? Quelle est la proportion dans un journal du dessin de presse? Est-ce que ça existe de plus en plus ou est-ce que ça garde la même place? Je crois qu'il garde la même place, véritablement, aussi bien dans les journaux arabes que dans les journaux anglais. Un peu partout dans le monde, on en retrouve. Il y a des dessinateurs d'Amérique du Sud qui ont plein de talent, plein de férocité, même de cruauté de temps en temps. Courrier International va donner un prix, en fait. Là, c'est El Roto. El Roto, voilà. C'est le pays. Et alors, je peux vous dire que El Roto a obtenu le prix Courrier International de l'année, qu'un jury indépendant a décidé que ce dessinateur espagnol, effectivement, était le meilleur. Et non, je crois que c'est intéressant, c'est de voir aussi que, suivant les pays, le trait et la façon d'aborder les phénomènes, la façon de croquer n'est pas la même. C'est-à-dire que les Anglais, par exemple, sont très féroces. Dans les pays de l'Est, en revanche, c'est plus une tradition un peu de l'absurde,
ou du dessin un peu surréaliste qui perdure. Donc il y a des écoles qui sont assez différentes et c'est ça que la confrontation est aussi très intéressante. Et puis il y a aussi des dessinateurs africains qui sont présents et qui sont souvent très drôles. Alors, on parlait de Corax il y a une seconde, donc le dessinateur serbe. Est-ce qu'il y a des endroits où c'est plus difficile de dessiner ou est-ce que le dessin, paradoxalement, passe plus facilement parce que c'est du dessin? Vous parlez d'Algérie, de la Yougoslavie. De toute façon, le dessin de presse, il ne peut s'imaginer que dans une presse indépendante, libre. Amari, que j'ai cité tout à l'heure, le dessinateur et journaliste algérien, a été mis en prison et a dû s'exiler du pays pendant un certain temps. Et il y a évidemment, c'est le baromètre un petit peu des droits de l'homme. C'est des droits de l'homme et de la liberté d'expression. C'est-à-dire que dans les pays où la liberté d'expression n'existe pas, il y a sans doute des dessinateurs, mais ils sont tout à fait aux mains du pouvoir et ils sont rarement drôles. Effectivement. Et en ce moment, c'est la semaine, effectivement, que Reporters sans frontières, vous savez, alerte un petit peu sur la situation des journalistes et des dessinateurs et des emprisonnés ou tués. Il y a chaque année des journalistes qui sont tués. Il y a 55, je crois, journalistes emprisonnés en ce moment dans le monde, aussi bien au Tibet qu'en Afrique et ailleurs. Ou en Colombie, c'est un bon baromètre, effectivement, je crois, de la liberté de la presse. Et donc, co-organisateur, Amnesty International et Reporters sans frontières. Et Reporters sans frontières et Iconobox. Pour ces premières journées internationales. Voilà, il y en aura d'autres l'année prochaine. Ça s'était jamais fait avant ? Il y a un festival du dessin d'humour, il y a un festival de la caricature. Mais en France, il n'y a pas de journée internationale avec autant de dessinateurs étrangers consacrés au dessin de presse. Marie-Odile Monchicourt, on va parler de science avec vous, avec deux actualités. On pourrait éteindre vos portables, la semaine de la science, et puis après vous allez nous parler des bêtes. Je vais vous parler des bêtes. Oui, je ne pouvais pas ne pas parler de la semaine de la science, parce que, en effet, cette semaine... tous les laboratoires, pratiquement, enfin pas tous, mais enfin beaucoup de laboratoires vont ouvrir leurs portes. Et je ne peux qu'encourager tout le monde à aller voir ce qui se passe dans les laboratoires. Parce que c'est vrai que les scientifiques travaillent beaucoup dans leur coin, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Et surtout, on ne comprend pas très bien ce qu'ils font. Et je pense que pendant cette semaine de la science, on peut vraiment comprendre enfin ce qui se passe dans les laboratoires. Et ce qui se passe dans ces laboratoires, c'est vraiment important. Parce que la recherche est en pleine expansion. Je ne parle pas de la recherche en tout ce qui concerne l'astrophysique ou la physique de la matière. C'est passionnant, c'est assez obscur et les retombées sur la société ne sont pas immédiates. Mais si on parle de la recherche en génétique, par exemple, en ce moment, c'est une explosion. C'est une explosion parce que les connaissances sont de plus en plus grandes. Les avancées sont étonnantes. Alors, on dispose de machines aujourd'hui pour essayer d'identifier, d'isoler des gènes dans le patrimoine génétique des bactéries, des animaux, des plantes, de l'homme. Et tous ces gènes, on les utilise aujourd'hui. Les retombées vont très vite dans la société. Donc cette opération est une opération de mise à portée. On parlait tout à l'heure avec le philosophe de la nécessité de la transmission. La semaine de la science a de plus en plus de succès. De plus en plus. Donc les gens sont vraiment curieux et sont vraiment en demande. Est-ce que, de votre point de vue, vous qui vulgarisez, est-ce que vous pensez que le travail de vulgarisation est suffisant sur la science, au-delà de la semaine de la science ? C'est-à-dire que ce mot vulgarisation pèse toujours un peu lourd. Alors, parce que cette mise à portée. C'est l'échange. Moi, je cette mise à portée ou cet échange. Voilà, cet échange. Et les scientifiques ont vraiment envie d'échanger leur savoir, de donner la connaissance qu'ils ont. Ils ont vraiment envie de la partager. Et c'est vrai qu'ils ont un petit peu de difficulté parce que la science exige un langage qui n'est pas toujours facile à transmettre. Mais ils font vraiment l'effort. Et d'ailleurs,
on le voit très bien, il y a de plus en plus... Ça devrait durer plus d'une Comme il y semaine. avait des cafés philosophiques, je ne sais pas si vous connaissez les cafés philosophiques, Monsieur De Santi, mais maintenant il y a énormément de bars de sciences qui s'ouvrent partout en France, et là les scientifiques viennent, et s'ils viennent, c'est parce qu'ils ont vraiment envie de rencontrer le public et de répondre aux questions du public. Et on s'aperçoit que les questions du public sont toujours en porte-à-faux par rapport au fonctionnement mental d'un scientifique. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que les scientifiques essayent vraiment d'entendre ce que le public demande. Et le public, les questions du public ont toujours un petit fondement religieux. Toujours. C'est toujours un petit fondement magique, si vous voulez. Et le scientifique, lui, est toujours un petit peu agressé par cette forme de questionnement. Et donc, il apprend à entendre la question du public et à lui répondre en disant « il n'y a pas de magie dans la science, tout s'explique, on ne comprend pas encore tout, mais on va chercher à comprendre. Et finalement, c'est encore plus magique que la magie, quoi. » C'est Boro, est-ce que ce genre de manifestation, Semaine de la science, Journée internationale du dessin de presse, est-ce que ce sont des manifestations qu'on peut imaginer à Ouaga ou... Au niveau de si, il y a quand même pas mal de gens qui le font chez nous, quand même le dessin de presse et tout. Et je connais quand même un journal qui s'appelle Gigi, au Burkina Faso par exemple, Gigi. Donc il y a quand même un des journaux qui est le plus regardé, parce que ce que les gens voient là-dedans, c'est vraiment très poignant, parce qu'il dévoile tous les dessous politiques que les gens n'ont pas accès, justement, par la caricature. Une sorte de canard enchaîné, voilà. Burkinabé. Et c'est vrai que le public est vraiment attentif par rapport à ce journal au Burkina Faso. Ouais. Marie-Odile, on continue avec le festival de l'insecte, ça c'est à Narbonne. Oui. Et alors c'est quoi le festival de l'insecte? Alors, Faites-nous peur, les petites bêtes, la magie. C'est un festival international du film de l'insecte qui a lieu pendant cette semaine de la science et qui est organisé par des entomologistes. Les entomologistes sont des gens assez isolés finalement et qui ont besoin de faire comprendre leurs connaissances parce que les insectes, c'est un monde qu'on connaît assez mal. C'est une population énorme. Je ne sais pas combien d'insectes il y a sur Terre, je ne connais plus les chiffres parce que les chiffres sont astronomiques. Et tous ces insectes ne sont pas connus, donc il y a encore énormément de recherches pour essayer de découvrir de nouveaux insectes. Il y a des expéditions qui se font un peu partout dans le monde pour découvrir de nouveaux insectes, et puis essayer de comprendre leur biologie, essayer de savoir comment ils vivent. Et puis vous savez, connaître les insectes, c'est aussi connaître nos écosystèmes, puisque les insectes... Est-ce que ça ressemble autant que ça à nos propres structures, enfin dans les modes d'organisation aussi des insectes? Est-ce que ça nous dit beaucoup sur l'homme finalement? Oui, ça nous dit beaucoup sur l'homme aussi, parce que chez les insectes, il y a des gènes. La génétique nous montre que nous avons des gènes tout à fait comparables à ceux de la mouche, par exemple, à ceux que peut avoir la mouche ou n'importe quel insecte. Et c'est très intéressant parce qu'on comprend aussi beaucoup mieux l'évolution du vivant, c'est-à-dire que des insectes qui vivaient il y a très longtemps, comme les mouches par exemple, on s'aperçoit qu'on a hérité de gènes qui existaient déjà il y a des millions d'années. Et puis les insectes peuvent être aussi porteurs de substances qui peuvent donner lieu ensuite à la fabrication de médicaments. Et puis les insectes jouent un très grand rôle aussi dans nos écosystèmes. Donc pour comprendre pourquoi telle fleur, par exemple, existe dans notre environnement, eh bien, on sait que c'est parce qu'il y a tel insecte ou vice-versa. Et si on veut comprendre le monde dans lequel on est, les insectes jouent un rôle fondamental. Jean Toussaint de Santi, quand je vous entendais parler, Marie-Odile Montchécourt... Je regrettais de n'avoir pas d'yeux de mouche. Je me disais, ce serait extraordinaire si nous avions des yeux à facettes qui puissent voir de tous les côtés à la fois. Vous vous rendez compte? Eh oui. Mais ça n'a pas marché. Eh bien oui, mais vous voyez, par exemple, il y a des chercheurs qui ont mis les gènes qui codent pour les yeux d'une souris dans un asticot de mouche. Eh bien, voilà. Eh bien, cette mouche est née avec des yeux de mouche. De mouche?
Partout, il y en avait sur les ailes, sur les pattes, partout. Et parce que le gène qui code les yeux est le même. Ben voilà. C'est extraordinaire. Une question pour achever sur les insectes. Est-ce qu'on peut imaginer que le fonctionnement d'un parti ressemble au fonctionnement d'une fourmilière? Non, ça n'a rien à voir avec la fourmilière. La fourmilière, tout est réglé d'avance. Pas le parti? Ah non, c'est très compliqué. Il faut des délibérations. Et la reine n'est pas toujours la même. Il faut des luttes. Il faut des luttes à l'intérieur. Oui, en partie, si on dit que c'est monolithique, c'est une apparence. En fait, on se bat dedans, toujours. Hein. Ne serait-ce que pour le pouvoir. Ne serait-ce pour exercer le pouvoir dans le parti. Alors qu'il n'y a qu'une reine dans la... Oui, il n'y a pas de reine. Il n'y a pas de reine. Il n'y a pas de reine biologique, si vous voulez. Il n'y a pas de reine naturelle. Il n'y a qu'un secrétaire national. Les organismes dirigeants doivent être propulsés, soutenus. Et par conséquent, il faut que ceux qui briguent le poste de dirigeant ou un poste de dirigeant avec quelque chose que ce soit, se battent contre les autres. Ça, ils se font laminer. Des mots de minuit, éteignez vos portables, on continue l'actualité. Nous avons choisi cette semaine sur les écrans depuis tout à l'heure l'été de Kukijiro de Takeshi Kitano. Kitano. C'est le film de Kitano dans lequel il joue le rôle d'un ancien yakuza qui va aider un jeune enfant à traverser une région du Japon pour partir à la recherche de sa mère. Ce jeune garçon s'embêter avec sa grand-mère. Donc c'est cette espèce de road movie à la japonaise que met en scène Kitano, qui dit beaucoup sur un rapport entre un ancien et un jeune qui finalement se sépareront alors qu'il s'est passé quelque chose de fondamental dans ce voyage, mais qu'il n'y avait pas de raison que ça dure au-delà de ce voyage. L'été de Kukijiro, je n'ai pas encore appris correctement mon japonais, on voit là une scène où les deux, pour aller chercher la mère, eh bien, font du stop. 位置悪いな。もうちょっと20センチぐらいこっち持ってきても。L'été de Kukijiro, voilà Takeshi Kitano, décidément. Bon, allez, j'oublie pour ce soir. Voilà, vous avez compris, c'est un extrait de film qui est fait par un réalisateur japonais. C'est sur les écrans depuis tout à l'heure, depuis ce mercredi. Je voulais vous signaler donc dans les choses dont nous avons parlé ce soir, eh bien les sculptures de Fabien, celles que j'ai derrière moi. Elles sont animées à l'espace Comines jusqu'à demain. Allez-y. Il y a bien sûr Madame en voyage que j'ai juste derrière moi, mais il y a beaucoup d'autres trouvailles géniales de cet artiste qui a dans son parcours la physique nucléaire. Donc les sculptures de Fabien, c'est à l'espace Comines dans le 3e arrondissement de Paris jusqu'au 21 octobre. Je voulais vous signaler aussi un colloque Plasticité, signe des temps. Donc le Fresnois Studio National des Arts Contemporains pose la question de la plasticité, donc à la fois en philosophie, en psychanalyse, dans le domaine des beaux-arts ou en génétique. Participe à ce colloque, c'est à noter, Jacques Derrida. Je voulais vous signaler aussi aux éditions Charles-Léopold Mayer, Avoir 20 ans à Téhéran, photographie d'Isabelle Esraghi, texte d'Azadeh Kiantiebo et de Seyed Ebrahim Nabavi, donc pour avoir 20 ans à Téhéran. Voilà, tout ceci, vous avez bien sûr tous ces renseignements encore plus précis que ceux que je vous donne sur le web. Et puis je voulais vous signaler Annie Leibovitz, Suzanne Sontag pour un formidable album qui s'appelle Women, les femmes. Je vais vous montrer une ou deux photos.
J'ai le droit de vous montrer celle-là. Les autres, c'est plus cher, mais bon, magnifique album. Donc voilà, par photographe. Est-ce qu'on voit les photos? Est-ce qu'on les voit? Oui, on les voit. Karine Finlay, performance artiste, c'est à New York. Voilà. Parfait. C'est la fin des mots de minuit. Monsieur le philosophe, merci. Monsieur le chorégraphe, merci. Chroniqueur, journaliste, merci à tous. Des mots de minuit. Bonsoir, bonne nuit. On va se quitter bien sûr en musique. On va retrouver Kelvin Russell pour un deuxième morceau de son dernier album qui s'appelle Sam. Kelvin Russell. I got a honky-tonk heart and a jukebox brain. Got the rock and roll rhythm running in my veins. There's a Route 66 tattooed on my chest. I park my horse in the Wild Wild West. I got a boogie woogie baby with a hoochie coochie walk. She drives me juke joint crazy, and I hear her talk. There's a Route 66 tattooed on my chest. I park my horse in the Wild Wild West. Oh yeah. I'm a honky-tonk heart with a jukebox brain, rock and roll rhythm in my vein. There's a Route 66 tattooed on my chest. I shoot my gun in the Wild Wild West. Yeah, yeah. Wild West. Wild West. Wild West. Yeah. أنا الورقة المسكينة